reconnaître les coraux. Et petit huile à tailler. Comme à l'accoutumée. Nanat wa yao. Sommes de nouveau de sortir. Taratu arur arhei. L'oreille est hardie. Restez hardi, moussaillon, moussaillon, moussaillon. Patrice et Lydie Kozak. Bienvenue dans l'émission à l'écoute de toutes les cultures des Outre-mer. L'art joue son rôle à plein quand, au-delà des plaisirs qu'il procure, il est porteur d'un message fort, quand il se met au service de causes justes, nobles et humanistes, même s'il ne faut pas attendre de l'art qu'il vienne solutionner les maux MAUX de ce monde. Mais il peut se faire vecteur de pensée, d'analyse, de réflexion, être un miroir, un projecteur éclairant les brûlures, par exemple, de l'histoire. Et c'est sans doute ce que notre invité du jour a cherché à faire en réalisant un film puissant sur la profonde blessure dans le flanc de la France que représente encore aujourd'hui l'esclavage. Encore un film là-dessus, pourraient dire certains esprits chagrins. Non, faut-il répondre, le cinéma français en compte trop peu. Notre invité, évoluant dans le domaine de la musique, du spectacle vivant et donc du cinéma, nous parlera de l'importance vitale de creuser ce sillon, esclavage et abolition, et combien il est primordial pour les afro-descendants de raconter ces histoires. Au creux de notre oreille cette semaine, Abd el-Malik. Lui se présente comme poète. Abd el-Malik est tout à la fois chanteur, rappeur, slameur, écrivain et cinéaste, et c'est surtout à ce dernier titre que l'oreille est partie à sa rencontre à Angoulême, dans le cadre de la 18e édition du Festival du film francophone, pour son film Fursi né libre, dans toutes les salles à compter de janvier 2026, mais visible un mois avant cela dans les Outre-mer et singulièrement à La Réunion où le film a été tourné. Il y avait des liens très forts entre nous, Fursi. Ta trahison est impardonnable. Tu as toujours fait partie de notre famille, avec ta mère, ma Madeleine. Je remercie l'assistance. L'audience est levée. Monsieur le Président, pardonnez-moi. Je fais appel de la décision qui vient d'être prise concernant le dénommé Fursi. Je vous rappelle, messieurs, que l'appel étant suspensif, on doit retirer les chaînes de Fursi et lui rendre sa liberté immédiatement. Retirez-lui ses fers. L'histoire du combat de l'esclave Fursi pour faire reconnaître sa liberté, en intentant un procès contre son maître, est liée à l'histoire de l'île Bourbon, comme on appelait à l'ère coloniale cette réunion où Abd el-Malik, alors de passage pour un spectacle, entendit parler pour la première fois de Fursi. On est venu me voir, j'étais sur l'île de la Réunion et on m'a apporté le livre de Mohamed Aïssaoui qui venait d'avoir le Renaudot. On m'a proposé au départ de faire une pièce de théâtre. Et moi, je me sentais pas nécessairement prêt. Encore une fois, le sujet de l'esclavagisme, c'est un sujet important, c'est un sujet sérieux. Et il m'a fallu le temps, il s'est passé des choses dans ma vie. Et au bout de 10 ans, ce projet est revenu à moi. Mais sauf que là, j'étais prêt. Je savais comment le raconter et pourquoi il était important aujourd'hui qu'un film comme ça existe. C'est Mohamed Aïssaoui il y avait quelques gens, bien sûr, qui connaissaient l'histoire de Fursi. Mais c'est son livre qui est fabuleux. Un esclave qui a porté plainte contre son maître. Je ne connaissais pas l'histoire de Fursi et c'est une histoire qui a profondément résonné avec à la fois ma propre histoire personnelle, mais aussi avec l'époque dans laquelle on vit, tout simplement. Mais ça m'est revenu en boomerang. C'était obligé parce que au moment où on me parle de ce projet, ensuite il se passe des choses dans ma vie. Il y a Nat Parker qui fait un film, donc Birth of the Nation, sur l'esclave Nat Turner. Voilà, c'est une histoire américaine, etc. Ça s'appelle Birth of the Nation. Il vient me voir, il me propose de faire la voix. Je fais cette exposition au musée d'Orsay qui s'appelle Le modèle noir de Jéricho Amatis, où on parle de ces problématiques-là. Je suis parrain avec Patrick Chamoiseau, Françoise Vergès, de cet événement à Nantes, où chaque année on commémore les abolitions. Et à un moment donné, juste après tout ça, Étienne Comard vient, il me dit j'ai un projet, j'aimerais que tu réalises ce projet et tout. Et il me sort le livre de Mohamed Aïssaoui, L'affaire de l'esclave Fursi. Sauf que là, j'étais prêt. Sauf que là, je savais comment je pouvais porter à l'écran une histoire comme ça, comment je pouvais trouver cette rencontre entre la fiction forcément, puisque en 1h45, on ne peut pas raconter la vie d'un homme, et en même temps la fiction, parce que bien que ce soit basé sur le livre de Mohamed Aïssaoui et sur l'histoire réelle de Fursi, on change des choses, on arrange des choses, etc. Mais en même temps,
rester fidèle, profondément fidèle à l'esprit de justice, l'esprit de liberté, l'esprit de savoir, d'éducation, de connaissance. Et c'était ça qui était fondamental. Et puis faire une œuvre artistique, poétique. Je fais partie de ces artistes qui pensent que le fond et la forme, c'est la même chose, ou la forme pourrait véritablement, magnifier, porter au mieux le fond. Et là, j'étais prêt. Vous dites que vous n'avez pas voulu faire un film sur l'esclavage. Pourtant, on voit, vous montrez. Et vous montrez de façon, avec toute la violence qu'il y a dans le traitement de ces hommes qui ne sont pas considérés comme des hommes mais comme des meubles. Pourquoi ce n'est pas un film sur l'esclavage ? Parce que vous portez des valeurs plus positives, vous voulez montrer plus l'abolition, le combat d'un homme. Vous dites en même temps, on fait des films sur l'esclavage et ça devient presque un genre. Et c'est pas ce que vous avez voulu faire. Non, je rectifie quand même. En France, à part le film de Simon Moutaïrou qui s'appelait Ni chaîne ni maître, il n'y a jamais eu de grand film de fiction ambitieux sur l'esclavage. Donc, en ce sens-là, il y avait un vide profond à combler. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, le film d'esclavage est un genre en soi, mais chez les anglo-saxons, chez les Américains. Nous, on n'a jamais fait ça. Donc, la manière dont j'ai abordé ce projet, c'est de se dire, OK, les anglo-saxons ont fait des choses qui concernent leur histoire, mais nous, en France, cette thématique-là veut dire quelque chose. Et je ne voulais pas rentrer dans le genre. Et l'idée, c'était de se dire, OK, tout ce qui se fait habituellement sur l'esclavage, les anglo-saxons, comment je peux prendre le contre-pied de ça dans la manière de narrer, de raconter cette histoire. Et en même temps, le cœur de mon propos, c'est l'abolition. C'est le cheminement de sortie de l'esclavage. C'est pas une volonté d'être plus positif, etc. Je pense qu'il y a quelque chose de fondamental et de vital à raconter cette histoire, parce que si on ne regarde pas nos histoires, notre histoire collective, la plus obscure, si on n'arrive pas à la regarder droit dans les yeux, on ne peut pas être en paix ou en tout cas dans une démarche de paix aujourd'hui et maintenant et demain. Et encore une fois, parce que certains m'ont dit oui, la notion de réparation, je pense qu'il y a de l'irréparable. En ce qui concerne l'esclavagisme et la colonisation, il y a de l'irréparable. Il ne faut pas croire que parce que on va en parler un peu, parce que même certains parlent de réparer, donner de l'argent, etc. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais réparer. Mais c'est pas parce qu'on ne pourra pas réparer ces choses-là qu'on ne peut pas avancer positivement tous ensemble, qu'on ne peut pas travailler à la dignité des afro-descendants et de dire que notre histoire mérite d'être racontée. Mais encore une fois, elle mérite d'être racontée de mon point de vue, dans un esprit de réconciliation et dans un esprit de comment ensemble on va faire peuple, comment ensemble on va faire véritablement France. Comment ensemble on va rendre concrète cette phrase d'Aimé Césaire qui dit noir comme un département de l'humanité. C'est-à-dire on reconnaît cette histoire singulière du peuple noir et français, européen, mais on l'inscrit dans un tout qui est l'Europe et la France aussi. Donc voilà, c'était dans ce sens-là. Vous citez le film de Simon Moutaïrou, il y a le vôtre maintenant. Ces films-là auraient-ils pu être faits par des non-afro-descendants ? Parce que le cinéma a son histoire, et au cours de l'histoire, vous l'avez dit, il y a très peu de films en France faits là-dessus. Et aucun réalisateur français dit de souche ne s'est emparé de cette histoire-là. Est-ce qu'il aurait pu, aujourd'hui en 2025, est-ce qu'il pourrait être fait par un non-afro-descendant ? Je veux dire, on est dans un pays libre, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et il n'y a aucun problème, on l'accepte. Mais un sujet comme ça est tellement important que ça ne peut pas juste être un exercice de style. Vous voyez ? J'aime bien cet exemple-là, c'est que une fois, c'est Denzel Washington qui a réalisé ce film qui s'appelle Fences, qui était une pièce de théâtre d'un grand dramaturge noir américain. Et on l'interviewe et on lui demande, mais vous pensez qu'un blanc n'aurait pas pu... Et lui, il dit la chose suivante, il dit c'est une question de culture. Il dit que Scorsese, et d'ailleurs c'est lui qui a développé ce projet, aurait pu faire la liste de Schindler. Et il l'aurait même très bien fait. Mais la dimension culturelle, la portée culturelle, elle disparaissait. Spielberg, il aurait pu faire Les Affranchis, ou tous les films italo, il aurait même bien pu le faire, esthétiquement, ça aurait été... mais la portée culturelle disparaît. Et la portée culturelle, elle est fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire, la portée culturelle ? Ça veut dire qu'à un moment donné, on doit être capable de raconter nos histoires, nos propres histoires, qui coulent dans nos veines, qui traversent notre corps, notre peau, qui traversent nos regards, qui traversent nos souffrances, qui traversent nos joies aussi. Et à un moment donné, on doit être capable de se raconter. On ne peut pas toujours vivre par procuration. On ne peut pas toujours vivre par l'intermédiaire d'autres. Mais, encore une fois, on est libre. Si un blanc veut faire un film sur l'esclavage, bien sûr, on peut faire ce qu'on veut. Mais, voilà une dimension en moins qui disparaît, en fait. Il y a une dimension, une profondeur qui n'est pas là, quoi. C'est presque une question de provocation que je vais vous poser, mais est-ce que ce ne serait pas le signe d'une sorte de réconciliation, de celle dont vous avez parlé, justement ? S'il y a un réalisateur blanc... rétablissait un peu le regard de l'histoire sur cette période-là.
Bien sûr, ça serait un style de réconciliation, mais la temporalité, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire, il faut respecter. Moi, je crois beaucoup dans les choses, et d'ailleurs, c'est aussi l'un des thèmes de Fursi. Je crois que les grandes choses, les meilleures choses se font dans le temps, et que les plus grands voyages commencent par le premier pas. Je pense que les Noirs, les Afro-descendants, ont besoin de se raconter. Et une fois que les Afro-descendants auront pu se raconter dans leur complexité, dans leur diversité, Dans leur vérité. Ensuite, n'importe qui peut s'emparer. Mais il y a une temporalité. Chaque chose en son temps, d'une certaine manière. Mais encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Si un blanc le fait, je ne dirai rien. Mais je sais qu'il va manquer quelque chose. C'est obligatoire qu'il va manquer quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que son intention n'est pas bonne. Mais il va manquer quelque chose. Et pour ça, on a besoin... Vous savez, on ne naît pas adulte tout de suite. On est nourrisson, on est enfant, on est adolescent, on vit certaines choses et puis la sagesse arrive ensuite. Et ben c'est exactement la même chose. Cette démarche, c'est aussi un corps, c'est un être. Et aujourd'hui, on a besoin précisément pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir faire peuple, que tous on soit mis au même niveau. Les Blancs racontent leurs histoires depuis toujours, en Occident en tout cas. Et ben nous aujourd'hui, qui sommes l'Occident aussi, et ben il faut qu'on puisse raconter nos histoires aussi. Et c'est intéressant que vous, qui n'êtes pas directement d'origine ultramarine, vous vous emparez d'une histoire, effectivement, qui se déroule à La Réunion. Parce qu'on pourrait aussi vous objecter en disant, vous auriez pu travailler directement avec un réalisateur, travailler la mise en scène, avec un réalisateur réunionnais, etc. Mais ça veut dire aussi que cette histoire-là, elle concerne non seulement tout le monde, mais elle concerne aussi d'abord les peuples qui ont été esclavagisés, si on reprend ce mot-là. Et c'est aussi intéressant que, finalement, vous puissiez aussi vous emparer de cette histoire-là. Parce qu'on a aussi beaucoup reproché à des réalisateurs d'originaires d'outre-mer de ne pas suffisamment mettre en avant leurs propres histoires, mais cette histoire-là, elle est partagée, elle est tristement partagée par les peuples d'Afrique, par les peuples européens et puis par ceux qui aujourd'hui sont les peuples des outre-mer. Oui, bien sûr, mais on parle d'un sujet particulier quand même. Je suis noir, c'est important ça. Et cette histoire qui touche les peuples ultramarins, etc., c'est mon histoire aussi, parce qu'on vient de quelque part. Et être noir, c'est pas quelque chose d'anodin. Par exemple, on peut être ultramarin et blanc et on ne sera pas perçu de la même manière. Même si dans son fort intérieur, on aura le sentiment de faire partie de... Bien sûr, évidemment, mais on est par rapport au regard des autres. Et je pense qu'à partir du moment où on a cette couleur de peau, on a une responsabilité. Voilà, c'est tout. Tout à l'heure, quand vous vous adressiez au public, vous avez parlé de vibration qui fait que quand vous étiez à La Réunion, vous êtes aussi un moment... Vous parliez de ce moment où vous êtes senti autorisé à faire ce film, d'un point de vue d'une certaine maturité sûrement, culturelle, artistique, etc. Et c'est intéressant parce que vous êtes aussi entré en vibration avec un territoire qui fait que là où vous vous êtes dit aussi moi-même, même si je suis noir, je suis moi-même autorisé à pouvoir raconter cette histoire-là. C'est important. Parce que, bien sûr, et ça c'est très important. Quand je dis je suis noir, c'est pour vous dire l'endroit où je me trouve. Parce qu'il y a aussi une unité, il y a une homogénéité du peuple noir. Lorsqu'on est noir dans un monde occidental, on est confronté à une réalité qu'un blanc ne sera jamais confronté à celle-là. Et ça n'enlève pas la légitimité du blanc, il n'y a aucun problème. Mais on est confronté à une réalité. On est confronté à un monde racialisé. On est confronté à une construction de l'altérité, une vision négative de l'autre, et corvéable à souhait, etc., etc. Donc c'est une réalité, on peut pas... Quand on est noir, ça veut dire quelque chose. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que, et là, vous avez raison, c'est vrai que je suis pas issu de La Réunion. J'ai pas grandi, mais précisément, lorsque j'étais là-bas, il s'est passé des choses que précisément aussi quand on a cette couleur de peau, on comprend un peu viscéralement. C'est une question culturelle aussi, c'est une question spirituelle. C'est que j'ai eu le sentiment profond que les esprits de l'île m'ont donné l'autorisation. Je pourrais vous raconter des choses, mais on n'aurait pas trop le temps là, mais j'ai eu ce sentiment-là. Et à partir du moment où il s'est passé cette chose un peu, je dirais, liée au monde de l'indicible, ce projet qui a été très difficile à monter, tout s'est facilité. Tout a été fluide. Parce que précisément, on dialogue avec nos ancêtres. Parce que précisément, on dialogue avec les morts. Parce que précisément, on doit faire notre deuil. On doit aider au deuil. Et parce que précisément, on est dans le monde de la manifestation et il y a des choses qui ne peuvent se faire que dans le monde de la manifestation, mais prennent tout leur sens quand elles sont aidées par le monde de la non-manifestation. Et ça, c'est fondamental. Et j'ai envie de dire, quand on est dans les îles ou quand on est dans le continent, on comprend ce que je suis en train de dire. Pour tirer ce fil, est-ce que l'homme noir que vous venez de décrire, que vous êtes, est rentré en conflit avec l'artiste? Alors j'explique. Vous êtes un homme de cinéma et effectivement, à un moment donné, il faut faire un film de fiction. Et
vous passez par des truchements qui sont des truchements artistiques, des choix artistiques. Est-ce que l'homme engagé que vous êtes, l'homme noir, que vous avez décrit tout à l'heure, a pu rentrer en conflit avec l'artiste en disant l'artiste vient peut-être un peu amoindrir mon propos, etc. Comment vous avez construit ce film par rapport à toutes ces identités, à tout ce que vous êtes? Il y a eu conflit à un moment en se disant là peut-être que j'atténue un peu les choses ou peut-être que là je les force un peu? Non, il n'y a jamais eu conflit. Le cinéma et l'art en général, c'est d'abord une vision. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on s'attelle sur une histoire réelle, c'est juste le fait de dire que je ne suis pas un historien. Donc n'étant pas un historien, étant un artiste, j'ai pas les mêmes obligations, j'ai pas les mêmes critères. Et c'est vrai qu'en Occident, on considère que la notion d'histoire, au sens histoire avec un grand H, c'est presque une religion en soi et qu'il faut... Mais un artiste, justement, peut faire fi de ça. Ce qui était important pour moi, c'est de respecter un esprit. Et de respecter l'esprit de liberté, l'esprit de justice, l'esprit de droit, du savoir, de l'éducation. C'est ça qui était fondamental. Là, je ne pouvais pas tricher. Après, pour le reste, c'est pas tricher, c'est des arrangements liés à un médium, qui est le médium du cinéma. Il y a d'autres arrangements. Si tu peins un tableau, il y a d'autres arrangements. Si tu fais de la musique, il y a des arrangements. C'est juste on peut pas raconter l'histoire de quelqu'un en 1h45. Ça n'existe pas. C'est l'histoire, c'est une vie. Donc il y a des petits arrangements. Donc j'ai fait ces arrangements-là. Mais ces arrangements-là, c'est comme l'arrangement du langage. Là, je suis en train de vous parler. Mais entre ce qu'il y a dans ma tête et ce qui sort, il y a un arrangement qui se passe. Il y a un véhicule. Il y a le véhicule des mots, etc., etc. Donc il y a toujours des arrangements. Mais ce qui est important, c'est de ne pas tricher. Et de ne pas tricher et de ne pas se mentir à soi-même. C'est ça qui est fondamental. Après, le reste, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. On est dans un monde libre. Il y en a qui sont d'accord, d'autres qui ne sont pas d'accord, etc. Mais il n'y a jamais eu de conflit entre l'artiste et l'homme que je suis. La prochaine fois, je ferai une interview dans votre tête. À propos d'arrangement et de direction d'acteurs, voilà, il y a Furcy, il y a les personnages effectivement du propriétaire, il y a le personnage du procureur. Là aussi, vous avez tenu à ce qu'il y ait une vérité des personnages. C'est-à-dire que le propriétaire qui effectivement agit de façon ignoble, c'est le regard qu'on a aujourd'hui, tous ces agissements étaient normaux effectivement au 19e siècle. Et ça, vous avez tenu, c'est une des indications que vous avez données à vos acteurs, c'est qu'effectivement, il faut vous mettre dans la réalité d'une certaine époque, au risque d'avoir mal au ventre en interprétant des choses qui vous révulsent peut-être sur le plan personnel. Ça c'était des indications que vous leur avez données et que vous avez travaillé avec eux dès le départ et vous êtes resté sur ce cap. Ouais, complètement. On a travaillé véritablement sur ça parce que il s'agissait pas de faire des anachronismes. On est dans une société coloniale, esclavagiste, où l'esclavage est légal. Donc c'est dans le droit, c'est le code noir, etc. Donc forcément, ce contexte-là crée des êtres humains particuliers. Et Eugène Laurie, donc le propriétaire, lui, il est dans son droit. Il comprend pas ce qui se passe. Il dit c'est légal, moi je traite bien mes esclaves, etc., etc. Et là où, d'une certaine manière, ça se retourne contre lui, parce qu'il dit on est dans une société de droit, il y a la légalité de l'esclavagisme, je comprends pas ce qu'on me fait. Et c'est là où Furcy, il y a une intelligence. Parce que Furcy dit ok, on est dans une société de droit, et ben moi je suis libre. Donc si je suis libre, il faut que votre société de droit, elle fonctionne sur moi, puisqu'elle a un certain fonctionnement sur les hommes libres. Et donc, d'une certaine manière, il prend l'argument du colon et il le retourne contre lui. Et c'est ça qui est fabuleux. Et c'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, on nous parle de problématiques systémiques, il y a des injustices ou des comportements. Mais si on veut véritablement changer les choses, c'est qu'on doit changer le droit. Et d'une certaine manière, Furcy, de jurisprudence en jurisprudence, on arrive à aujourd'hui, où l'esclavage est illégal. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que le code noir, ce fameux code noir, n'a pas été officiellement aboli, jusqu'à l'heure où on est en train de parler. Et c'est là où c'est intéressant, cette espèce de déni qu'il peut avoir. Et le combat de Furcy correspond à moi, ce que je suis en tant qu'homme. C'est-à-dire cette idée de dire que si on veut véritablement changer les choses, en fait, c'est dans le temps. C'est compliqué, c'est difficile, surtout quand on voit des horreurs qui se passent sous nos yeux, l'immédiateté de l'horreur. Mais la réalité, c'est que si on veut régler les choses comme ça, tout de suite, rapidement, et généralement, c'est par la violence qu'on fait ces choses-là, en fait, c'est des pansements sur jambes de bois. Ça fonctionne aujourd'hui, ça peut encore fonctionner demain, mais sur le long terme, ça ne dure pas. Il faut changer la société, il faut changer les institutions, il faut faire évoluer le droit. Et c'est ça, ce combat-là. Et là, en ce sens-là, Furcy, il a été particulièrement exemplaire. Si on prend sur le plan formel, vous haïssez la violence, en tout cas, vous la mettez bien de côté. Mais vous êtes obligé de la montrer. Cinématographiquement, il y a ces passages qui sont très durs sur le traitement de Furcy et des autres esclaves sur la plantation pendant qu'il est déporté sur l'île Maurice. Ça vous a posé une question, ces scènes-là, en se disant, je montre la violence que pourtant il faut rejeter, mais je crois qu'on n'a pas trop le choix, il faut la montrer.
Moi, j'ai pas réfléchi en ce sens-là. Moi, j'ai réfléchi tout simplement, on parle d'une réalité, de quelque chose de concret. Il faut pas que ce soit théorique, tout ça. Quand on dit que l'homme noir était considéré, l'esclave, et l'homme noir en l'occurrence, était considéré moins que des animaux. Dans le code noir, il est spécifié qu'un esclave est un meuble. Donc c'est moins qu'un animal, en fait. Et ça, si on le dit comme ça avec des mots, ça peut nous choquer, etc. Mais si on le montre, c'est autre chose. Et ce que l'œil ne voit pas, n'atteint pas le cœur. Donc montrer ça, eh ben c'est aussi celui qui n'a rien à voir avec ça, un blanc normal, il se dit, on a traité des êtres humains comme ça, et là il le comprend. Parce que si on théorise les choses, et donc pour moi il n'y avait pas de questionnement, c'est-à-dire que je suis contre toute forme de violence, mais par contre je suis un soldat de la vérité. Première pause musicale dans cette oreille hardie avec Abdel Malik, et j'aimerais tout d'abord justement parler musique et musique du film, avec celle que vous avez composée, je crois, avec votre frère Bilal, et puis tout en ouverture du film, si je ne m'abuse, c'est une chanson interprétée par Daniel Waro. Pourquoi avoir choisi cette introduction-là pour votre film ? D'abord parce que sur l'île de la Réunion, il y a une musique importante qui est le maloya, et cette musique-là, c'est une musique de liberté. C'est une musique qui magnifie une langue, qui est la langue créole. Et pour nous, c'était fondamental. Donc, il y a différents artistes. Il y a le grand Daniel Waro, bien sûr, en ouverture. Mais il y a aussi le groupe L'Indigo, qui, à la fois, ils sont dans le film aussi et ils interprètent différents morceaux dans le film. Et pour moi, c'était fondamental parce que tout à l'heure, on parlait de l'aspect culturel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand je disais l'importance de la culture. L'importance de la culture, ça passe aussi par ce rapport à la musique comme un outil de combat, à la langue comme un outil de combat et de résistance. Et donc pour moi c'était fondamental de faire ça. Et ensuite tout ce qui concerne le score et la musique du film, etc., qui a été composé par mon frère Bilal El Aswad, qui compose tous mes titres, tous mes albums, enfin c'est lui qui fait et qui a travaillé cette là. Et donc la musique est un personnage à part entière du film. Et la musique fait partie profondément de la culture noire en général et dans ce cas précis de la culture réunionnaise en particulier. Donc voilà, donc c'était important, le rôle de la musique est fondamental et central également. Mais en tout cas, voilà, c'est Daniel Waro, le grand Daniel Waro qui interprète ce titre. Misère sans mou, pli pire, pli meilleur sans mou, pli pire, pli meilleur sans mou. Comme Gouni d'habitation, dans beau, dans quoi lève sans mou. Comme saisi dans terre béton, ça mon sort, mon chef, ça mon. Oui, ça mon sort, mon chef, ça mon. L'oreille hardie, Patrice et Lydie Kozak. De retour avec Abdel Malik, réalisateur de Furciné Libre, qui sortira en janvier 2026 sur tous les écrans, mais je crois que vous tenez à faire notamment une projection de ce film-là, justement, dans ces territoires d'outre-mer et en particulier à La Réunion. Ça aussi, c'est important pour vous ? C'est votre souhait ? Non, mais d'abord, c'est plus qu'une projection. C'est qu'on va sortir le film un mois avant, à la fois à La Réunion et aux Antilles avant, évidemment, et je serai présent, avant sa sortie dans l'Hexagone. Et c'était pas une exigence, c'était une évidence. C'est qu'à un moment donné, les Réunionnais et puis les Outre-mer ont la priorité. C'est un film qui parle d'abord d'eux et c'était fondamental qu'on le présente d'abord là-bas. Et puis la Réunion m'a accueilli d'une manière assez particulière, assez belle. Et c'est important. Et puis tous ces acteurs et ces techniciens, parce qu'on a travaillé aussi avec des techniciens réunionnais. On est venu quand on a tourné à La Réunion, on est venu vraiment avec une petite équipe de l'Hexagone et tout le reste, c'était des gens, des acteurs à La Réunion, les techniciens, etc. à la Réunion. D'ailleurs, où il y a des techniciens fabuleux, de grands talents. Et donc c'est important de festoyer avec eux, de dire voilà notre travail, voilà ce que nous avons fait ensemble. Et puis ensuite, dans les îles aussi, de dire ce sont nos histoires.
J'aimerais revenir sur le titre du film. Vous avez choisi donc de l'appeler Fursi né libre. Le récit de Mohamed Aïssaoui s'appelle L'affaire de l'esclave Fursi. Vous avez choisi finalement aussi, pareil, dans ce que vous nous disiez, quelque chose de l'ordre de la réconciliation, de l'espoir. Vous avez choisi un titre beaucoup plus lumineux, je dirais. C'était une symbolique aussi importante. Une vraie symbolique importante, mais vous avez dit parce que c'est plus lumineux. Mais non, en fait, c'est parce qu'il était libre. Il est né libre. Et c'est important. C'est-à-dire que... C'est plus pour la vérité du personnage que pour... Parce qu'un titre, c'est important aussi, ça donne un message, c'est ça que je veux dire. Et puis ça nous explique le cheminement de son histoire. C'est-à-dire s'il se met en mouvement comme ça, c'est parce qu'il est convaincu. Il est libre. Donc il veut faire valoir... Fursi, il se bat pas pour tout le peuple noir. Il se bat pour lui, mais de force. C'est pour ça que le combat individuel, il est important. Parce que finalement, on se bat pour soi et in fine, ça rejaillit sur tous. Mais lui, il n'avait pas cette prétention. Et il est né libre. Donc il dit, moi, il remet pas en cause la société esclavagiste. Il dit pas ça, il dit, très bien. Mais moi, je suis libre. Donc qu'est-ce qui se passe? Et c'est important parce que c'est en pensant de cette manière, en étant dans cette dynamique-là, qu'il va retourner l'arme du colon contre lui-même. Mais Abdelmalik, lui, il a choisi ce titre-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un pied de nez à un rappel fondamental de la Constitution française? Chaque homme naît libre et effectivement doit bénéficier de l'égalité de traitement. On entend ça dans le titre aussi. Bien sûr. Mais c'est pas un pied de nez. On entend ça parce que c'est réel. C'est Fursi né libre comme tout homme, comme toute femme, né libre et égaux. Et si ça fait cet écho, c'est normal. Parce que c'est ça. Il n'y a pas de sens caché. C'est Fursi né libre, parce qu'il est libre. Et parce que chaque être humain est libre, est né libre. Voilà. L'oreille a du goût. Un petit goût en plus dans l'oreille avec Anne Bonneau et ses interlocuteurs qui se remémorent les saveurs de l'enfance. Direction le bar à choix à La Réunion pour y retrouver Joseph. Souvenir pas forcément des plus joyeux. Joseph évoque tout en anecdote après-guerre son entrée en 6e où il est question d'un casque du 14 juillet, d'un drapeau hissé, de la Marseillaise et d'une taloche. Pour tout comprendre, écoutez Joseph. Je devais avoir 12 ans et demi. Eh ben oui, maman. Je n'aurais pas toujours cette maudite rougeole. J'étais à Saint-Denis et j'entrais au lycée. Donc j'étais chez mes parents qui m'avaient reçu là. Donc je quittais les avirons là pour aller en 6e au lycée. Il devra obtenir dans l'année en cours son certificat d'études. Et puis, il y avait assez souvent des réunions au bar à choix. Mais quand arrivait la Marseillaise, il ne fallait pas avoir de chapeau sur la tête. Mais moi, j'étais grippé comme un vrai chien. J'avais gardé mon chapeau, mon casque. J'avais un casque. Donc, la Marseillaise, plein de monde sur la place du bar à choix. Et puis voilà, donc, tout le monde, silence complet à la Marseillaise. Mais moi, j'avais gardé mon casque parce que je croyais que si je l'enlevais comme ça, j'aurais rhumé encore un peu plus. Dis-moi, qui c'est celui-là, l'insolable? Et alors là, je regardais la Marseillaise, et puis bam, j'ai trouvé mon casque de l'autre côté. Alors le type est allé rattraper, il dit, ben voilà, 14 juillet, comment il est, monsieur? Ouais, parce que je n'avais pas respecté le 14 juillet. L'oreiller hardi, Patrice Elidy-Gozac. Abdelmalik, je voudrais juste pour conclure que je vous laisse le micro pendant 30 secondes, juste pour que vous nous disiez pourquoi il est important de venir voir ce film au mois de janvier prochain, Fursi né libre. Voilà, vous laissez à vous votre mot de la fin, votre carte blanche pour essayer de dire aux gens pourquoi il faut venir voir Fursi. Il faut absolument venir voir Fursi parce qu'on est en 2025 et à part le film de Simon Moutaïrou, qui s'appelait Ni chaîne ni maître, il n'y a jamais eu de vrai film digne de ce nom français sur l'esclavagisme. Alors que l'esclavagisme et le colonialisme font aussi partie de l'histoire de France. C'est fondamental de venir le voir, pour ça aussi. Pour dire, mais dans un deuxième sens, c'est aussi parce que c'est une œuvre artistique avec des gens d'un talent extrême, d'artistes engagés, que ce soit les acteurs qu'on voit, ceux qui sont derrière, enfin c'est vraiment des gens engagés. Et l'idée, c'est de dire comment par l'œuvre artistique et par le cinéma, on peut travailler à faire peuple, on peut avancer tous ensemble, on peut travailler à la réconciliation. Et si on veut vraiment travailler à ça, on doit être capable de regarder notre histoire, même la plus sombre, on doit la regarder droit dans les yeux et laisser à tous la possibilité de raconter, de se raconter. Et c'est comme ça qu'on pourra avancer véritablement tous ensemble. Voilà.
Merci beaucoup Abdelmalik, merci beaucoup. Et merci à vous de l'autre côté de l'enceinte d'avoir prêté votre oreille à ce premier numéro de la nouvelle saison de L'Oreiller Hardy, que vous pouvez écouter sur lapremière.fr dans l'univers audio du site. Et puis ne manquez aucun épisode de l'oreille, vous pouvez vous abonner via toutes les bonnes plateformes de podcast. Rendez-vous également sur YouTube, c'est la petite nouveauté de cette rentrée 2025-2026. Vive les cultures des Outre-mer, restez toujours hardi moussaillon, à la semaine prochaine.